Avant de commencer, je vous invite à vous assurer que vous n'avez pas été involontairement désabonné de la chaîne. Ce sont des choses qui malheureusement arrivent. Vous savez, sur la chaîne, on m'a souvent reproché de présenter les scientifiques de façon un peu trop romantique. J'ai tenté de montrer que les grands découvreurs de notre histoire étaient avant tout des gens passionnés, ce qui est vrai, même si ce serait peut-être plus juste de dire que ce sont des gens obstinés. Mais je pense qu'on peut effectivement s'entendre pour dire que, bien sûr que non, Mendeleïev était pas un vrai punk. Et que vraisemblablement, le côtoyer au quotidien, ça devait être particulièrement chiant. Sur la chaîne, j'ai eu l'occasion de parler de grands noms comme, je sais pas moi, Galilée, Giordano Bruno, Isaac Newton, Albert Einstein et j'en passe. Salut! Toujours est-il que, voilà, ces gens-là étaient sans doute pas ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de gens cool, ou même juste de gens fun. La science, la vraie, pas celle des films, c'est avant tout beaucoup de travail. Je veux dire, c'est fastidieux. C'est mettre au point des expériences avec des protocoles insupportablement lourds, c'est répéter ces expériences ad nauseam, de tout mesurer, de tout contrôler, de tout vérifier et revérifier, sans jamais prendre ses désirs pour des réalités. Et de plus, c'est un travail qui est éminemment collaboratif. C'est-à-dire que non seulement, évidemment, il faut s'appuyer sur les travaux des gens qui ont précédé et se confronter aux travaux des gens qui font un peu la même chose en même temps, mais c'est un travail d'équipe, quoi. Le tout d'ailleurs, la plupart du temps, on va pas se mentir, pour ne rien trouver du tout. Tout en essayant de se rappeler qu'en science, ne pas trouver ce qu'on cherchait, c'est quand même trouver des choses. Tout ça pour dire que la science, quand on n'est pas passionné, avant toute autre chose, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Voilà. Ce qui fait que les scientifiques sont pas spécialement des gens cool. Je veux dire, Heisenberg, Bohr, Schrödinger, Poincaré, Einstein, peut-être qu'humainement, c'était des gens très sympas, mais en ce qui concerne leurs travaux, c'était avant tout des gens sérieux. Et puis, il y a Feynman. Bon, déjà, premier truc, on va pas être exhaustif. Je vous le dis tout de suite, on va pas être exhaustif, la vidéo serait beaucoup trop longue et vous savez que j'ai pas peur des vidéos longues. Alors, Richard Feynman, qu'est-ce que c'est ? Richard Feynman, déjà, c'est un des plus grands vulgarisateurs de notre époque. C'est également un des Avengers du projet Manhattan. C'est également le gars qui, semble-t-il, on va en parler, a compris avant tout le monde ce qui s'était réellement passé lors de l'accident de Challenger. C'est un gars qui jouait des bongos, un gars qui a fait des conférences incroyables sur la mécanique quantique, un gars qui fumait des spliffs avec ses étudiants, qui fréquentait les clubs de striptease, qui est sans doute passé 2 ou 3 fois à 2 doigts d'être fusillé par les gars de son propre camp, et prix Nobel de physique pour des gribouillis que ses collègues regardaient de loin avec un air un petit peu circonspect avant de réaliser que peut-être il tenait quelque chose, ce dont lui, évidemment, ne doutait pas. Gribouillis qui ornait son van de hippie, une espèce de van Scooby-Doo, sur les parvis de Caltech, et enfin un gars qui s'est retrouvé espérer n'avoir à mourir qu'une seule fois parce qu'il trouvait ça particulièrement relou. Bon, il va falloir mettre un peu d'ordre dans tout ça. Dans la mesure du possible, on va faire ça dans l'ordre chronologique, et on s'arrêtera sur quelques points qu'il est essentiel de piger pour pouvoir avancer. Concernant la jeunesse de Feynman, c'est simple, c'est un scénario hollywoodien. Le gamin est hyper précoce, hyper intelligent, il se fait chier à l'école, donc à 15 ans, son prof de maths lui file un bouquin de calcul différentiel, et donc Richard Feynman, à 15 ans, se coltine le calcul différentiel. On peut noter, parce que ce sera un peu important pour comprendre le personnage, qu'il n'hésitera pas à redécouvrir par lui-même des grands résultats mathématiques, quitte à utiliser des notations qu'il créera lui-même. C'est le cas notamment pour les dérivés fractionnaires, s'il y en a parmi vous qui ont envie d'en savoir plus. Né en 1918 à Far Rockaway, qui est un quartier paumé du Queens, sur Long Island, juste à côté de New York, c'est un gamin qui s'intéresse un peu à tout, mais plus précisément, c'est un gamin qui a besoin de comprendre comment les choses marchent. En gros, il passe son temps à demander pourquoi à ses parents, et ses parents essayent, dans la mesure du possible, de répondre à ces questionnements. Vers 10-12 ans, il commence à se constituer un véritable laboratoire de physique et de chimie dans sa chambre, où il fait des expériences. Notamment, pendant la crise de 29, il répare les radios des voisins pour se faire un peu de pognon. Il a 12 ans. Il fait régulièrement sauter les plombs chez lui,
Ce qui, au bout d'un moment, commence à faire un peu fouetter le voisinage, mais les parents, eux, ils sont sereins, ils disent qu'ils prennent le risque. Donc là, on est d'accord que jusque-là, ça fait très petit génie dans un film hollywoodien à la con. Voilà. Alors restez calme, parce que vraiment, là, on fait que commencer. Là. Petit bond dans le temps, sans absolument aucune surprise, Feynman va intégrer le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, où il passera sa licence, puis il va poursuivre ses études à l'IAS, Institute for Advanced Study, à Princeton dans le New Jersey, institut fondé par Albert Einstein, parce que pourquoi pas, et quand il sera là-bas, Feynman va bosser sous la direction de John Wheeler, et on est en 1940. John Wheeler, on en a déjà brièvement parlé, alors c'est un gars qui a notamment bossé énormément sur la relativité générale et sur les trous noirs, mais je vous dis, c'est que, outre Richard Feynman, comme élève, il a également eu Kip Thorne. Et donc, sous la direction de John Wheeler, et là c'est le premier point où on va s'arrêter, Feynman travaille à généraliser le principe de moindre action à la mécanique quantique. Parenthèse. Pierre-Louis Moreau de Maupertuis est un philosophe, physicien, mathématicien, naturaliste, enfin juste au curriculum, normalement, là vous avez capté qu'on est au XVIIIe siècle. Et français aussi, comme son nom l'indique. Et il est notamment connu pour avoir fait connaître en dehors de l'Angleterre les travaux de Newton. Ce qui va être l'occasion de vous raconter un truc qui, en soi, aurait jamais mérité un épisode. Parenthèse. À l'époque, il était convenable, dirons-nous, d'adopter la physique du pays dans lequel on vivait. Voilà. C'est pas con déjà comme truc. Or, à l'époque, en France, on est plutôt adepte de la théorie cartésienne des tourbillons pour expliquer les lois de l'univers. Théorie qu'on doit évidemment à Descartes. C'était dans le nom. Et d'ailleurs, concernant la théorie cartésienne des tourbillons, désolé, mais parenthèse. Alors déjà, RIP, les gens qui regardent la vidéo sur un téléphone, vous inquiétez pas, vous allez voir, on va faire ça vite. Pour Descartes, l'univers est empli d'une substance animée et de tourbillons. Donc pour lui déjà, le vide, ça n'existe pas. Et le mouvement de l'univers doit être conservé par le pouvoir conservateur de Dieu. Voilà. Donc faire connaître les théories newtoniennes en France à cette époque, ça demande un peu de vaillance. Ce qu'on reconnaîtra à Maupertuis après coup. Et alors, pourquoi est-ce que je vous parle de Maupertuis ? Parce qu'il a dit un truc en 1744 et je ne peux pas résister à l'envie de vous le réciter tel quel. L'action est proportionnelle au produit de la masse par la vitesse et par l'espace. Maintenant, voici ce principe, si sage, si digne de l'être suprême. Lorsqu'il arrive quelque changement dans la nature, la quantité d'action nécessaire pour ce changement est la plus petite qui soit possible. C'est ça le principe de moindre action. C'est dire, en tout cas pour l'instant en physique classique, et pour le dire simplement, c'est dire que quand il se passe quelque chose, ce quelque chose qui se passe dépense le moins d'énergie possible nécessaire pour que ça se passe. En vrai, ça fait un peu partie des trucs qui sont tellement cons et qui semblent tellement évidents que c'est très compliqué de les expliquer simplement sans avoir l'air con. Exemple. Qu'est-ce qui fait si je prends une balle et que je la lance comme ça, qu'elle va là-bas et qu'elle commence pas par faire d'abord 3 fois le tour ici avant de partir là-bas? On est d'accord, c'est con. La réponse est, en gros, qu'il faudrait dépenser plus d'énergie pour faire les 3 tours là et partir là-bas, plutôt que juste partir là-bas. C'est la raison pour laquelle la balle part là-bas. C'est ça le principe de moindre action. Juste, je rappelle, on est d'accord, un principe en science, c'est un truc qui est tellement évident que tout le monde l'admet, y compris quand on ne l'a pas démontré. Et ce principe va être exprimé mathématiquement par le mathématicien Joseph-Louis Lagrange, mathématicien italien d'origine française. C'est un descendant direct de Descartes et qui sera naturalisé français à la fin de sa vie. Mais on s'en tape complètement de sa nationalité. Lagrange, si vous avez fait des maths de haut niveau, vous avez déjà vu son nom popper. D'ailleurs, même dans la dernière vidéo sur le boson de Higgs, j'en parlais, de l'invariance du Lagrangien. Lagrangien, vous comprenez bien d'où il vient ce mot. Ok, mais on s'en fout, avance. Le principe de moindre action, mathématiquement, peut s'exprimer de la façon suivante. Si on souhaite étudier l'évolution ou la variation d'une grandeur physique, comme par exemple la vitesse d'un corps ou la position d'un corps, cette évolution, cette variation peut se déduire de l'étude de l'évolution et de la variation d'une grandeur unique, l'action, entre 2 instants donnés.
Ça fait intervenir du calcul de variation, des min, des max, des intégrales, enfin bref, c'est des maths, on va pas rentrer là-dedans. On note juste que Lagrange, c'est le premier à s'être coltiné ces maths, un peu avec Euler notamment. Donc le principe de moindre action est un truc qu'on retrouve dans toute la physique classique, donc la mécanique, l'électromagnétisme, puis la relativité générale. Et donc Richard Feynman va tenter de généraliser ce principe également à la mécanique quantique. Donc le principe de moindre action, vous l'aurez compris, quand il se passe un truc, on observe toujours la meilleure économie des moyens mis en jeu pour que ce truc se passe. Et la mécanique quantique, ça va être un peu plus compliqué. Parce que la mécanique quantique, au cas où ça vous aurait échappé, c'est compliqué. Notamment, déjà, c'est un poil petit pour pouvoir être observé correctement. Ensuite, il se trouve que quand on observe, eh ben, ça ne se passe pas de la même manière que quand on n'observe pas. De plus, il y a le principe d'incertitude d'Heisenberg, on en a parlé, il ne s'agirait pas d'oublier, qui dit qu'il ne peut pas se produire une économie de moyens telle qu'il ne subsisterait qu'un seul moyen de transformation et d'évolution. Ah mais donc, ça pue le principe de moindre action au niveau quantique. Alors, c'est pas que ça pue, mais c'est un peu moins intuitif qu'étudier la trajectoire d'une bille. Par exemple, et vous allez kiffer cet exemple si vous avez vu la dernière vidéo de la chaîne, comment exprimer le principe de moindre action quand deux électrons se repoussent? Eh bien, il y a des maths très énervés sur le sujet. Et c'est là-dessus que Feynman va bosser. Mais juste gardez à l'esprit qu'en mécanique quantique, on n'est plus en mécanique classique, hein, avec des trajectoires bien précises et des vitesses bien précises, non. Non, là, on se trimballe des machins qui sont pas vraiment des corpuscules, mais qui se comportent un peu comme, qui sont pas vraiment des ondes, mais qui se comportent un peu comme, des trucs qui semblent avoir des probabilités de présence ou non à un endroit. Ajoutez à ça la superposition quantique. Vous savez, ce machin qui nous fait dire bêtement parfois qu'un électron peut être à deux endroits différents en même temps ou avoir deux vitesses différentes en même temps, ce qui n'a aucun sens. Oui, alors en effet, c'est très impropre de le dire comme ça, hein, mais ça s'entend, en matière de vulgarisation en tout cas, ça s'entend pour deux raisons au moins. La première déjà, c'est parce que mathématiquement, force est de reconnaître que ça ressemble quand même furieusement à ça. Et ensuite, l'autre truc qui fait que ça n'a pas de sens, c'est la locution « en même temps ». C'est dire « en même temps » qui n'a pas de sens. Et ça, c'est pas simple à admettre. En outre, Richard Feynman, il a un problème. C'est-à-dire, bon, les maths, ok, il les gère, ça c'est pas un souci, il sait faire, mais Richard Feynman a un problème. Il déteste ne pas comprendre comment les choses se passent. Balex, il ne comprend pas complètement dans le détail, mais il a besoin de sentir comment les choses se passent pour que ça ne le fasse pas chier. Et il va donc avoir besoin de trouver un moyen de rendre le truc un peu intuitif, au moins juste pour lui. Et il va faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire qu'il va trouver sa petite méthode pour sentir un peu comment les choses se passent. Et donc il va commencer à faire des gribouillis. Gribouillis que ses collègues vont regarder de loin d'un air dubitatif. Et ce sont ces gribouillis qui vont lui faire obtenir le Nobel. Mais pas encore. Parce que là, comme j'ai dit, on est au début des années 40. Donc c'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc Feynman va se retrouver embarqué dans le plus grand projet physique top secret de l'histoire de l'humanité. Le projet Manhattan. Le projet Manhattan, on en a déjà parlé brièvement sur cette chaîne et peut-être qu'un jour on en parlera plus dans le détail, mais ce qu'on va en dire pour l'instant, pour les deux du fond qui dorment, le projet Manhattan, son objet est de fabriquer la première bombe atomique, à un moment où on ne sait pas encore s'il est possible de fabriquer une bombe atomique. Pour certains des scientifiques qui bossaient sur le projet, il existait une probabilité certes négligeable mais non nulle que la réaction en chaîne fasse disparaître la Terre. Voilà. Et alors je vais vous spoiler tout de suite le truc, hein. Feynman sur le projet Manhattan, son rôle n'a pas été décisif. Voilà. Il a fait des trucs, hein, c'était important ce qu'il a fait, mais ça aurait pu être fait par quelqu'un d'autre, en gros. C'est-à-dire que son boulot, c'était de diriger une équipe d'analystes mathématiciens qui passaient leur journée à vérifier des calculs. Donc on zappe le projet Manhattan? Alors, non. Parce que parler du projet Manhattan, ça va être l'occasion de raconter quelques anecdotes dont vous serez friands et qui vont permettre de cerner un peu la personnalité du gars. Ah, exemple tout con. Lorsque le projet débute, eh ben, il va falloir transporter les plus grands esprits scientifiques du monde des Alliés jusqu'au Nouveau-Mexique dans le plus grand secret. Et je dis monde des Alliés, alors oui, parce que déjà, les Allemands, ils avaient leur propre projet dans leur coin, hein, je veux dire,
personne n'est nul. Enfin, voilà. Mais par ailleurs, je veux dire, même les Britanniques, ils avaient également leur propre projet, qui s'appelait Tube Alloys, qui a été rattaché et intégré au projet Manhattan en 1943. C'est d'ailleurs à cette occasion que Niels Bohr rejoint le projet Manhattan. Pour vous donner une petite idée, pour que vous vous rendiez compte du machin, le projet Manhattan, c'est 130 000 personnes qui bossent dessus. Et en 1945, c'est 1% du PIB des États-Unis. Et tout ça dans le plus grand secret. Donc quand il s'agit pour Richard Feynman et sa famille d'aller rejoindre le Nouveau-Mexique pour plusieurs années, eh ben on lui explique qu'il va falloir ruser un peu pour éviter notamment les indiscrétions d'espions, notamment soviétiques. On lui dit qu'il ne peut pas juste prendre un train et aller au Nouveau-Mexique. Il va devoir faire comme Oppenheimer, comme Fermi, comme Lawrence, enfin bref, comme tous les grands cerveaux qui vont là-bas. Il va devoir se payer un trajet, sa mère, sa race, chiant. Bah, par exemple, là, tu vas passer par Chicago, puis de Chicago, tu vas aller à Seattle, ensuite tu vas redescendre sur la Californie, et après, tu n'auras plus qu'à... Bref, vous avez compris, les scientifiques ne peuvent pas se permettre d'aller directement à Los Alamos, parce que si vous avez d'un coup 40 des plus grands scientifiques au monde qui vont emménager à Los Alamos, ça va se voir. Logique. Et donc Feynman, il dit la chose suivante. Il dit, attendez. Vous êtes en train de me dire que tous les grands scientifiques du monde, là, ils vont passer par Pétaouchnok-les-Bains, ils vont faire le tour du monde pour aller à Los Alamos? Et on lui dit, bah ouais, c'est ce qui est prévu. Il dit, bah dans ce cas, si moi je vais direct à Los Alamos, je suis le seul à y aller. Donc ça va attirer que dalle comme attention. Logique. Donc je vais faire ça. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il a tracé direct à Los Alamos. C'est le seul. Voilà. Anecdote numéro 1. Bon, ensuite, il y a un autre truc, ça je l'ai dit, Feynman, il déteste se faire chier. Ce qui est somme toute assez classique. Hein, voilà. Et le projet Manhattan, eh ben, des fois c'était hyper trépidant, mais la plupart du temps c'était hyper chiant. Mais en plus de ça, Richard Feynman s'était découvert une passion pour le crochetage de serrures et l'ouverture de coffres-forts. Pour le plus grand plaisir des gens qui l'entouraient. Vous la sentez venir, la mauvaise idée, là? Donc il est arrivé à plusieurs reprises à Richard Feynman de s'introduire de nuit en crochetant la serrure dans le bureau de collègues scientifiques, voire de dirigeants militaires, d'ouvrir leur coffre-fort et de laisser un petit mot sur lequel il y avait marqué genre « coucou » avant de tout refermer et de partir. Bon, en vrai, je sais pas précisément ce qu'il y avait dans ces mots, mais sur le principe, globalement, c'était vraiment l'équivalent de dire « coucou ». Mais imaginez bien que dans le contexte d'une guerre mondiale, au sein du plus gros projet top secret jamais conçu par l'humanité, ce genre de conneries-là, ça aurait pu très mal finir, genre fusillé. Bah, parce que les militaires sur ce projet, entre autres responsabilités, ils devaient tenter de débusquer les éventuels espions. Et il y en a eu. Et hop, parenthèse. Klaus Fuchs, réfugié allemand qui a travaillé sur le projet Manhattan avec la délégation britannique, lorsqu'on le découvre, bah hop, prison. Et puis bah, quand il a été libéré, il est reparti du coup en Allemagne de l'Est. Georges Kowal, et alors lui c'est un de mes préférés, vous allez vite comprendre pourquoi, c'est un Américain d'origine biélorusse qui avant la guerre était parti vivre en URSS avant d'être recruté par le GRU, enfin le GRU, c'est le service de renseignement militaire de l'URSS. Voilà, vous imaginez le KGB, mais militaire. Puis il a infiltré l'armée américaine spécialisée en agents de santé dans les radiations. Bon, ça, il l'a fait à Oak Ridge. C'était un des nombreux sites du projet Manhattan. Hein. Je veux dire, il n'y avait pas que Los Alamos. Hein. Et il a notamment fourni beaucoup d'informations à l'URSS sur les détonateurs Yurchin. Celui de la bombe Fat Man, celle de Nagasaki. Et alors, pourquoi est-ce que celui-là, c'est un de mes préférés? Vous allez comprendre, parce qu'il s'est passé un truc tellement russe à son sujet. Parce qu'on a découvert que c'était un espion que lorsqu'il a été reconnu héros de la Fédération de Russie par Vladimir Poutine lui-même, en 2007. Ensuite, il y a les époux Ethel et Julius Rosenberg. Alors eux, c'est plus compliqué comme histoire, je vous invite à vous renseigner sur le sujet, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a énormément de zones d'ombre. Notamment le beau-frère David Greenglass, qui lui aussi a espionné pour l'URSS, qui va d'ailleurs se manger une méga peine de prison. En gros, ce qu'on sait, c'est que Julius, lui, il a vraiment organisé le recrutement et l'organisation et la coordination d'un réseau d'espionnage. Voilà, ça c'est acté. Mais Ethel, sa femme, on ne sait pas vraiment. Voilà. Il y a litige sur le sujet. Toujours est-il que eux deux, et c'est les deux seuls, finiront
exécuté chaise électrique en 53. Voilà, parce que les deux étaient quand même communistes. Et alors déjà, être communiste aux États-Unis pendant la guerre froide, c'était pas franchement une grande idée. Mais là, en plus, en 53, on est en plein macartisme. Et donc, ces deux-là ont été les deux seuls à avoir été exécutés. Et comme on a longtemps douté de leur participation ou non à l'espionnage d'une manière ou d'une autre, ça avait soulevé énormément de protestations à l'international, dont certains qui y voyaient une espèce de nouvelle affaire Dreyfus. Mais comme je l'ai dit, on sait aujourd'hui que Julius, ouais, lui, il espionnait sa race. Voilà. Il espionnait de ouf. Pourrait-elle? Aujourd'hui, le consensus est plutôt pour dire que elle devait l'aider à droite à gauche, mais qu'en gros, c'était quand même anecdotique. Voilà. Donc le projet Manhattan, l'espionnage, c'était un vrai truc, et Richard Feynman, lui, il ouvrait des coffres. Donc on lui a gentiment demandé d'arrêter les conneries s'il voulait pas finir fusillé. Anecdote numéro 2. Toujours à cette époque, et toujours parce qu'il détestait se faire chier, eh ben, il s'est mis à jouer des bongos. Voilà. C'est pas très important, mais ça permet aussi de caractériser le personnage. Et ça devait sans doute également emmerder les militaires, mais pas au point de le faire passer en cour martiale. Anecdote numéro 3. Enfin, dernière anecdote de la période, et je suis content qu'on nous l'ait montré dans le film Oppenheimer de Christopher Nolan, Richard Feynman est conscient de l'importance de ce qui va se jouer si tout se passe bien lors de l'essai Trinity. Trinity, c'est le 16 juillet 1945, c'est la toute première bombe atomique, c'est leur prototype. Et donc, avant l'explosion, on file des verres fumés à tout le monde, histoire de se protéger les yeux du flash aveuglant qui va se produire si tout se passe bien, mais Richard Feynman, il veut pas, il veut voir l'explosion de ses yeux. Il veut en prendre plein la gueule. Et donc, il explique que ça, il n'a pas besoin que le pare-brise de son véhicule, il protège déjà contre les UV. Oui. Et se prend le flash aveuglant en pleine poire, sans protection. Anecdote numéro 4. Bon allez, vous savez quoi, une petite dernière, juste pour la route. C'est pas vraiment une anecdote. Mais voilà, donc pendant le projet Manhattan, Feynman va sympathiser avec pas mal de monde. Avec Oppenheimer, mais également avec Niels Bohr, donc qui rejoint le projet en 1943. Et il faut bien comprendre un truc, c'est que Niels Bohr, depuis les années 20, c'est John Cena. Je veux dire, il n'y a vraiment que Albert Einstein pour lui tenir tête quand il n'est pas d'accord. Tout le monde le regarde, genre, ah, Niels Bohr, quoi, voilà. Il n'y a que Albert Einstein. Et Richard Feynman. Et Niels Bohr, il aime bien. Il trouve ça assez rafraîchissant de se faire engueuler parfois par ce mec-là, quand il parle de trucs théoriques. Anecdote numéro 5, celle-là, je vous l'emballe, et puis c'est bon. Après la guerre, Oppenheimer va proposer un poste à Feynman à Berkeley, en Californie, mais ce dernier va préférer, notamment à cause de l'insistance de Hans Bethe. Vous vous rappelez Hans Bethe? On en a déjà parlé. Vous vous rappelez ou pas? C'était le bêta de l'article alpha, bêta, gamma. À cause de l'insistance de Hans Bethe, donc avec qui Feynman a sympathisé, il va accepter un poste à Cornell, dans l'État de New York, où il va un peu se faire chier. Et si vous avez suivi jusque-là, normalement, vous avez compris, Feynman n'aime pas se faire chier. Donc, pour s'amuser un peu, pour le fun, il va décider d'étudier les oscillations des assiettes qui tournent. Me demandez pas, j'en sais rien. Il étudie donc les assiettes qui tournent, aux grandes dames de ses collègues, notamment de Hans Bethe, qui a insisté pour qu'il vienne, qui le regarde de loin en disant « Putain, mais qu'est-ce qu'il branle, ce con ?» Et ce qui devait finir par arriver, arrive. En étudiant les assiettes qui tournent, ça lui rappelle les orbites des électrons autour des noyaux d'atomes. Me demandez pas, j'en sais rien. Parallèlement à ça, un autre physicien, répondant au doux nom de Julian Schwinger, est en train de se bouffer sa dose de maths. Schwinger, à l'époque, on est en 1947, il bosse à Harvard, a complété les travaux de Dirac sur les électrons. Notamment, et là je vous jure qu'on ne va pas rentrer dans le détail, Paul Dirac avait mesuré le moment magnétique des électrons à 1 dans certaines unités, et il se trouve que quand on essayait de mesurer ça plus précisément, on tombait sur des aberrations. Ce qui avait fait dire à Dirac, il nous faut de nouvelles idées. Et les nouvelles idées, Feynman, il en a. Mais donc, pour l'instant, vous le gardez dans un coin de votre tête, Schwinger, il bosse là-dessus. Entre le 30 mars et le 2 avril 1948, ont lieu au Pocono Manor Inn, dans les montagnes Pocono de Pennsylvanie, une série de conférences sur la mécanique quantique. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est à côté de Scranton, là où il y a le The Office version US. Et puis on s'en tape. Au cours de ces conférences auxquelles assiste Oppenheimer, c'est-à-dire que c'est Oppenheimer qui organise, mais également Niels Bohr, Paul Dirac,
Enfin, tout un tas de gens à qui on la fait pas. À qui on fait pas quoi? Non, ferme ta gueule. Julian Schwinger va faire une conférence et personne ne va rien biter à ce qu'il raconte. Enfin, précisément. Tant qu'il fait que des maths, les gens suivent les équations, ils voient que les calculs sont corrects, mais dès qu'il essaye d'expliquer ce que ça signifie, personne bite rien. Non, c'est pas que personne bite rien, il perd tout le monde. Voilà. Dès qu'il explique, il perd tout le monde. C'est mieux dit comme ça. Vient ensuite le tour de Feynman, à qui on conseille justement de faire que des maths, pour pas perdre tout le monde, comme Schwinger. Du coup, et là c'est un peu con, Feynman va faire que des maths, en les annotant avec ses gribouillis auxquels personne ne comprend rien. Enfin bref, il fait un four aussi, voilà. Mais après la conférence, Feynman et Schwinger vont discuter ensemble, et ils vont se rendre compte qu'en fait, ils bossent sur le même sujet tous les deux. L'un avec des équations mathématiques qui n'intéressent pas nécessairement l'autre, et l'autre, donc Feynman, avec des dessins que le premier, donc Schwinger, ne capte pas. Parallèlement à ça, non d'ailleurs, c'est pas vraiment parallèlement à ça. Vous savez quoi? Parenthèse. Shinichiro Tomonaga est un physicien japonais, comme son nom l'indique, qui a notamment bossé avec Heisenberg dans les années 30, à Leipzig, et qui, quand la guerre est sur le point d'éclater, il repart au Japon. Il va étudier le magnétron, la théorie des mésons. Les maisons, ce sont des particules composites, donc pas des particules élémentaires, qui sont constituées d'un nombre pair de quarks et d'antiquarks. Et on s'en fout, c'est vraiment pas le sujet. Non, parce qu'il va également développer une théorie des supertemps, qui va même devenir une théorie super multitemporelle. Alors ça fait nom qui claque, mais de quoi ça s'agit? Eh ben, j'en sais rien, et pour cet épisode, j'ai pas cherché. Toujours est-il que cette théorie que Tomonaga a développée en 1943 vont lui permettre en 1948 de finaliser des travaux de Sidney Dankoff publiés en 1939. Et si vous êtes pas trop con, vous avez compris que ces travaux, ça va être pile poil ce dont on était en train de parler. Voilà, donc Tomonaga va envoyer ses travaux à Oppenheimer en se disant que Oppenheimer saura certainement à qui les transmettre. Ça atterrit sur le bureau de Hans Bethe qui comprend qu'en fait, il s'agit des travaux de Schwinger, mais 5 ans plus tôt, et ça finit par atterrir sur le bureau de Schwinger et de Feynman. Et il est temps maintenant que je vous explique en quoi consistent ces travaux. Le but de ces travaux est d'unifier électromagnétisme et mécanique quantique, c'est-à-dire notamment démontrer que les charges électriques interagissent par échange de photons. Oui, parce que nous, quand on a fait l'épisode sur le boson de Higgs, ce machin-là, c'était déjà établi. Mais il a bien fallu que quelqu'un l'établisse avant. Et se paluche le truc. Titre. Et donc ce domaine de la physique s'appelle l'électrodynamique quantique, ou en anglais Quantum Electrodynamics, ou QED. Et là, je vous garantis que ce sujet-là, on va s'arrêter un petit peu dessus. Oui. Imaginez deux électrons, vous les approchez l'un de l'autre, à un moment donné, ils finissent par se repousser, on l'a déjà vu dans la vidéo, ok, ça c'est cool. Ah, et on va pas rentrer dans la subtilité de est-ce que c'est un photon virtuel, un photon réel, on va pas rentrer là-dedans. C'est ni le lieu, ni l'endroit. En gros, ce qu'il essaye de montrer, c'est quoi? C'est quand les deux électrons se repoussent, il y en a un qui va émettre un photon, ce qui va modifier sa trajectoire, voilà. Et quand l'autre électron va absorber le photon, ça va également modifier sa trajectoire, et du coup ça marche, c'est gagné. À la limite, si c'est plus simple pour vous, voyez le photon comme de l'énergie cinétique qui est perdue par l'un et qui est gagnée par l'autre. Et notez que, évidemment, puisque le photon se déplace à la vitesse de la lumière et que les électrons sont très proches l'un de l'autre, tout se passe quasi instantanément. Ça, c'était le truc qui faisait qu'on pouvait utiliser Heisenberg, on en a parlé, ça c'est bon ça. D'ailleurs, c'est tellement simultané qu'on peut bien considérer que n'importe lequel des deux électrons a perdu un photon et que n'importe lequel des électrons, enfin l'autre, a absorbé le photon. Ça change rien. Enfin, les deux sont possibles. Voilà, quoi. Sauf que la mécanique quantique. Ouais. Ce que nous dit, entre autres choses, la mécanique quantique, c'est que quand plusieurs choses différentes peuvent se produire, elles se produisent toutes. Et en même temps. Vous savez, ce machin qui nous fait dire bêtement parfois qu'un électron peut être à deux endroits différents en même temps ou avoir deux vitesses différentes en même temps. Attends, mais on l'a pas déjà dit, ça? Si. Donc là, le but, ça va être le suivant. D'abord de montrer que tout ce scénario-là, c'est compatible avec la mécanique quantique, déjà. Et il faut également montrer que ce qui se passe dépense le moins d'énergie possible pour que ça respecte le principe de moindre action.
D'un côté, donc, vous avez Tomonaga et Schwinger qui se mangent le truc en maths, avec des machins comme ça qui pop. Et de l'autre, vous avez Feynman avec ses dessins qui ressemblent vite fait à des trucs comme ça. Et il se trouve qu'avec ces dessins, non seulement Feynman retrouve les résultats des calculs des deux autres, mais il les trouve plus vite que les deux autres. Donc il se dit qu'il doit tenir quelque chose. Alors il va formaliser ces dessins, qu'on appelle depuis les diagrammes de l'électrodynamique quantique de Feynman, ou plus simplement, les diagrammes de Feynman. Alors, ok, juste, comment ça, il retrouve les résultats? Eh bien, les diagrammes de Feynman représentent ce qui se produit, y compris mathématiquement, et une fois qu'on est familiarisé avec la notation, ils sont ultra intuitifs pour les chercheurs. Un diagramme va se lire classiquement de gauche à droite, ça c'est la ligne du temps. Un électron va y être représenté par une ligne continue, avec une flèche qui indique le sens de déplacement de l'électron. Et ce qui est marrant, c'est qu'un anti-électron, dans ces diagrammes, ça se représente exactement comme un électron qui remonterait le temps. Ce qui n'est pas ce qui se passe, mais mathématiquement, ça joue. Un photon, quant à lui, va être représenté par une ligne sinueuse, ce qui fait que, dans notre exemple, les deux électrons qui s'échangent un photon, ça peut se représenter ainsi. Vous voyez les deux électrons qui s'approchent l'un de l'autre, alors il faut imaginer que l'axe vertical, c'est une représentation en une seule dimension de l'espace, voilà, on s'en fout, c'est une dimension de l'espace, et à un moment donné, boum, ils échangent un photon, puis ils s'éloignent l'un de l'autre. Alors, ok, je vois bien, sauf que je vois toujours pas en quoi ça permet de calculer quoi que ce soit. Ok, alors imaginons scénario numéro 2. Nos deux électrons s'approchent l'un de l'autre, un photon est émis par un des électrons, mais ce photon est transformé d'abord en une paire particule-antiparticule, en l'occurrence un électron et un positron, donc l'antiélectron, qui, juste derrière, se rejoignent pour s'annihiler en émettant un photon, et ce dernier est absorbé par l'autre électron, les deux électrons s'éloignent, ça marche. Les maths de la mécanique quantique disent que ça peut se produire. Donc ça se produit. Et alors, encore une fois, avoir une interprétation probabiliste de la mécanique quantique, ça permet un peu de mieux sentir le truc, mais par contre, il ne faut pas se tromper, ce que je vais dire est faux. Voilà. Mais du coup, ça se passe comme si le premier scénario se produisait dans 99% des cas, par exemple, et le deuxième scénario dans 1% des cas. Voilà. Mais attention, c'est pas ça qu'on dit. On n'est pas en train de dire que si on refait l'expérience 100 fois, 99 fois, il va se passer le scénario 1 et une fois le scénario 2. Ce qu'on est en train de dire, c'est que les deux scénarios se reproduisent tous les deux, à chaque fois, avec une probabilité de 99% et 1%. Voilà, c'est un peu le problème que pose la mécanique quantique. Ce que disent les maths, c'est que le premier scénario se produit à 99% et le deuxième à 1%, mais en même temps. Mais dites-vous bien que Feynman, cette subtilité, il s'en cogne. Enfin, il s'en cogne pas, je veux dire, il sait qu'elle existe et il sait qu'il n'en viendra pas à bout. Voilà. Alors, rappelez-vous, alors je sais que ça fait longtemps, mais on en parlait déjà dans l'introduction de l'épisode sur le spin. And don't take the lecture too seriously that you really have to understand in terms of some model what I'm going to describe. And just relax and enjoy it. I'm going to tell you what nature behaves like, and if you will simply admit that maybe she does behave like this, you will find her a delightful, entrancing thing. Et alors attention, parce que là, encore pour l'instant, ça a l'air simple, mais il y a plein de scénarios possibles encore. Je veux dire, une fois que les électrons s'éloignent, il peut très bien en avoir un qui va émettre à nouveau un photon, puis qui va immédiatement le réabsorber. Ou ça peut se passer avant que les électrons se repoussent, d'ailleurs. Ou avant et après, pour l'un ou l'autre des électrons. Ou les deux. Ou l'un avant et l'autre après. Ou l'un émet un photon qui va se séparer en électron-positron, puis se désintégrer à nouveau pour faire un photon qui va être à nouveau absorbé par l'électron, avant ou après, pour l'un ou pour l'autre. Bref, vous l'avez compris, des scénarios, en fait, il y en a une infinité. Et c'est là que les travaux de Tomonaga, Schwinger et Feynman vont entrer en jeu. Et qu'on va comprendre comment les diagrammes de Feynman permettent de faire des calculs. Parce que je m'en remets pas, moi, de ça. Faisons un peu de maths. Mais alors, pas d'inquiétude. C'est des maths auxquelles on va rien piger. Donc il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête. Lorsque deux électrons se contentent simplement d'échanger un photon, le cas numéro 1, le cas le plus simple, mathématiquement, il apparaît un truc qui a cette gueule-là. Eh bien, mathématiquement, ce machin-là qui est au milieu, ça correspond pile poil sur un diagramme de Feynman à un nœud. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais je vous garantis que ça change tout pour les gens qui pigent de quoi il s'agit. Ah, et en réalité, chaque élément du diagramme de Feynman correspond
à un bout de mathématiques ultra formel. Oui, ce qui signifie que les diagrammes de Feynman représentent fidèlement les équations de l'électrodynamique quantique. Non seulement ça, mais ça veut également dire que dès lors, on peut tirer des conclusions mathématiques à partir des diagrammes de Feynman. Et alors, on ne va pas rentrer dans le détail, je vous jure qu'on ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros, si vous avez un diagramme de Feynman, qui a une probabilité, c'est un scénario avec une probabilité de se produire, si vous rajoutez un nœud, ça divise cette probabilité par 100. Par exemple, ce scénario-là et ce scénario-là, ils ont la même probabilité de se produire, mais ce scénario-là, et j'ai aucune idée de ce que ça signifie, je m'en fous, hein, voilà, mais ce scénario-là, il a 100 millions de fois moins de probabilité de se produire. Et alors juste un truc, attention, hein, parce que là on commence à balancer des chiffres. Voilà. C'est des ordres de grandeur, d'accord? Voilà. Rappelez-vous bien que je ne suis pas en train de donner un cours là. Hein. Ce qui signifie qu'à partir de là, on peut calculer avec globalement la précision qu'on souhaite. Entendez par là qu'on décide à l'avance le niveau de négligeabilité des probabilités en deçà duquel on n'en aura rien à foutre de ce qui peut se passer. On peut calculer tous les scénarios possibles, et à partir de là, principe de moindre action, patin coup fin. T'es peut-être allé un peu vite là, non? Si, alors je vais être sincère avec vous, voilà, je suis sincère avec vous. Ça fait pas mal de temps là que je parle avec beaucoup de légèreté de trucs très compliqués auxquels, en réalité, je comprends le strict minimum. Donc on ne va pas non plus faire les malins. Bon. Et du coup, prix Nobel pour les trois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, Feynman a eu le prix Nobel de physique pour des dessins, ça va. Enfin, il n'a pas juste fait un dessin à la con, hein, je veux dire, il y a un vrai formalisme mathématique sous-jacent et tout. Hein. Pas mal, je veux. Et après qu'est-ce qu'il a fait après, Feynman? Ah oui, donc voilà, donc Feynman ne se plaît pas plus que ça à Cornell, et donc il va commencer un petit peu à regarder ailleurs, à faire son LinkedIn pour voir si on pourrait pas lui proposer un poste ailleurs. Il va être le premier surpris de se rendre compte que ailleurs, on est prêt à se l'arracher. Et alors, je précise, ça se passe avant qu'il ait le Nobel. Hein, parce que sinon, c'est normal de s'arracher un mec qui a le Nobel. Mais c'est juste que, voilà, vous comprenez que le Nobel, surtout le Nobel de physique, ça peut mettre des années à venir quand même. Le Nobel, il l'a eu en 65, donc oui, ça a mis un certain temps. Donc, on veut de lui à l'IAS, à Princeton, là où il avait fait une partie de ses études. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, il y a quand même Einstein qui fait partie du personnel. Quand même. Et d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer que, si ça se trouve, Einstein, là-bas, il avait vraisemblablement un boss, genre même juste administratif, quoi. Le gars qui lui fait « Bébert, ça fait 3 fois ce mois-ci que tu arrives en retard, là, ça va bien. » Je lui dis « Arrive à 9h05, je lui dis « C'est bon, on n'est pas en vacances, là. » Ou il se casse à 16h et on lui dit « Bon après-midi !» Donc, on lui propose un poste à l'IAS, sauf que voilà, ce poste ne vient pas avec une obligation d'enseigner, et pour Feynman, il est essentiel d'enseigner. Parce que s'il fait que de la recherche, il va se faire chier, parce qu'il n'aura pas toujours de la créativité. Et il sait que quand il manque de créativité, être au contact des étudiants, c'est une source d'inspiration pour lui. Et donc, puisqu'à l'IAS, on ne le force pas à enseigner, il accepte le poste qu'on lui propose au California Institute of Technology, que vous connaissez certainement mieux sous le nom de Caltech, à Pasadena, en Californie. Et très clairement, une des raisons pour lesquelles il accepte, c'est parce qu'il fait beau en Californie. Et pour la petite histoire, Caltech et Pasadena, c'est là où, respectivement, travaillent et vivent les protagonistes de Big Bang Theory. D'ailleurs, il y a un épisode dans lequel il tombe sur le van de Feynman avec les diagrammes de Feynman dessus. Ta gueule! À Caltech, il va peaufiner ses histoires de diagrammes, et oui, là, je me rends bien compte que je raconte pas le truc tout à fait dans l'ordre, mais si vous pensez être capable de faire mieux, vous avez qu'à monter votre chaîne. Non, mais n'engueule pas les gens, maintenant! Pardon, c'est juste que mécanique quantique, ça me fait comme une espèce de fussoir. J'ai rien compris. C'est pas grave, mais juste, engueule pas les gens, surtout si c'est pour leur parler de ton compte Tipeee dans 5 minutes. Même sans ça, en vrai. Hein. Donc, à Caltech, il va peaufiner ses diagrammes. Il va également constituer ce qui va finir par devenir ses cours de physique. Et alors ça, c'est des livres que je vous conseille. Ils sont fabuleux, mais en revanche, attention, ça se lit très bien jusqu'au moment où vous pigez plus rien. Vous êtes prévenu. Il va également, quand l'envie lui prend, aller se fumer des spliffs avec ses étudiants, en jouant des bongos. Il va également fréquenter des clubs de striptease avec ses étudiants et jouer des bongos
En 1964, il retourne à Cornell pour y donner 4 conférences en jouant des bongos. Non, enfin d'ailleurs, je ne suis pas pour dire non, sans doute d'ailleurs, si, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, je voulais juste faire une petite parenthèse sur... Non, c'est pas une vraie parenthèse. C'était juste une petite parenthèse pour dire, voilà, en 64, il a fait 4 lectures, donc 4 conférences à Cornell, qui ont été filmées par la BBC. Et ces conférences sont incroyables. Voilà, donc s'il y a une URL officielle, elle est dans la description. Vous allez voir, c'est génial. Puis s'il n'y a pas d'URL officielle, je ne peux pas vous aider à la trouver vous-même. À un moment donné, il décide qu'il a envie de voir du monde, et notamment l'Amérique latine. Du coup, le gars se démonte pas et il apprend l'espagnol. Alors attention là, hein, je veux dire, il apprend l'espagnol en mode je veux pouvoir faire des conférences sur la mécanique quantique en espagnol. C'est pas donde está la biblioteca. Hein. Tout ça pour enseigner 1 an au Brésil. On parle pas espagnol, on parle brésilien, c'est du portugais. Voilà. Bon, bah vous savez quoi? Cette anecdote-là, elle est vraisemblablement fausse. Il a enseigné 1 an au Brésil, hein, mais c'est juste qu'il ne parlait pas le portugais. Voilà. L'idée selon laquelle il a appris l'espagnol pour ensuite retrouver au machin, ça fait partie des légendes urbaines autour de Richard Feynman. Mais sinon, le reste est vrai, hein, attention. Hein, je veux dire, la bœuf, les clubs de striptease, le van Scooby-Doo, tout ça, c'est vrai. Ah, mais sinon, en physique, il a fait quoi d'autre? Alors, il s'est intéressé ensuite à plein de trucs, mais nous, il y a un seul truc qui va nous intéresser encore dans cet épisode. Challenger. Le 28 janvier 1986, la navette Challenger se désintègre 73 secondes après son décollage, causant la mort des 7 astronautes à bord. À partir de là, une commission d'enquête va être constituée pour comprendre ce qui s'est produit. C'est la commission Rogers, présidée par William Rogers, un ancien secrétaire d'État des États-Unis. Dans cette commission, on trouve également Chuck Yeager, le premier homme à avoir franchi le mur du son, ainsi que Neil Armstrong, je ne connais pas, et évidemment Richard Feynman. Sinon, ça n'aurait aucun sens que je parle de ça maintenant. Rogers dira d'ailleurs à propos de Feynman qu'il est a pain, comprenez a pain in the ass, c'est-à-dire que c'est un casse-couille. Voilà. Néanmoins, Feynman fera une démonstration publique, qui depuis est restée célèbre, démonstration publique dans laquelle il prendra un des joints toriques qu'on trouve un peu partout dans le lanceur et il le mettra simplement dans un verre d'eau glacée pour montrer le problème. Oui, parce que le problème, c'est quoi? C'est que ces joints toriques, ils sont très résistants quand la température augmente. Et dans un lanceur, au décollage, la température, elle augmente sévère. En revanche, ces joints toriques ne supportent pas du tout le froid. Quand il fait froid, ils ont tendance à se rigidifier, à s'effriter, à se fendre et à se casser. Le problème, c'est que la nuit qui a précédé le décollage, il a fait froid. Très froid. Alors, c'est rare en Floride, mais c'est pas inenvisageable. Et ce qu'ont montré la commission Rogers et ses 225 pages de rapport, c'est que non seulement les joints toriques avaient fait défaut parce qu'il avait fait froid, mais pire que ça, les ingénieurs de la NASA avaient en amont prévenu la hiérarchie administrative que ce problème pouvait et finirait par se produire. Et la hiérarchie n'avait rien fait, soit pour ne pas emmerder le fournisseur, soit pour ne pas retarder le décollage, soit simplement par erreur administrative. Toujours est-il que Feynman apparaîtra alors comme le gars qui a résolu le mystère et qui a permis de conclure ce drame. Ce qui est un peu faux. Oui, parce qu'on apprendra des années plus tard qu'en fait Feynman a été approché discrètement par des ingénieurs de la NASA qui avaient l'info et qui lui ont balancé l'info. Des whistleblowers. Sans doute d'ailleurs, il a été prévenu par Roger Boisjoli. Je vous jure que c'est son vrai nom. Voilà, c'était celui qui avait tenté de prévenir la hiérarchie en juillet 85. Voilà, sinon, sur les dernières années de sa vie, il s'est lié d'amitié avec un peintre, Jiraiya Zorzian, auprès de qui il a appris à dessiner. Ils se prenaient d'ailleurs pas mal la tête, les deux, à parler de science et d'art. Pour le peintre, avoue que tu l'appelles le peintre parce que tu n'as aucune idée de comment on prononce son nom. Oui, pour le peintre, il n'y a pas besoin de savoir de quoi est constituée une fleur ou comment fonctionne son organisme pour la trouver jolie. Et même, il a plutôt tendance à dire que plus on va chercher à la disséquer et à comprendre son fonctionnement, plus elle va perdre un petit peu de sa magie, de sa beauté. Tandis que pour le physicien, tu veux dire Feynman? Oui, pour le physicien, comprendre comment fonctionne la fleur, c'est ce qui la rend plus belle encore. Partant de là, il a été décidé que Feynman allait apprendre la physique au peintre et que Zorzian allait apprendre à dessiner
au physicien. En 1987 se redéclare un cancer de l'estomac contre lequel il s'était déjà battu 10 ans plus tôt, avec une série d'opérations et tout. Et là, après une énième opération, son état physique se dégrade et il décède le 15 février 1988. Et ses derniers mots ont été « Je détesterais mourir 2 fois, on se fait trop chier ». Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, pensez bien à le liker. C'est important. À le commenter. Ça aussi, c'est important. À le partager. C'est essentiel pour le référencement. Vérifiez que vous n'avez pas été désabonné, ou sinon abonnez-vous. La cloche, tout ça. J'ai envie de vous dire, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo importante, hors série, mais importante pour cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt.